Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue à tous pour cette nouvelle exploration des techniques de secours. Aujourd'hui, on va se pencher sur une étape vraiment clé après l'évaluation et la stabilisation initiale, le relevage de la victime. Oui, bonjour, c'est un moment critique. Absolument. Ça demande de la technique, de la coordination. C'est essentiel pour la sécurité de la personne qu'on secourt, mais aussi pour celle des intervenants. Tout à fait. Un relevage, mal fait, ça peut vraiment aggraver des lésions, ou même en créer de nouvelles. Sans parler des risques pour le dos des équipiers, c'est un vrai sujet. Oui, on n'y pense pas toujours assez. Exactement. Donc l'objectif, c'est de maîtriser les bons gestes pour un déplacement efficace et sûr vers un moyen de portage. Alors, justement, par où on commence ? Quels sont les grands principes à avoir en tête avant même de toucher la victime ? Bon, d'abord les principes généraux. Le plus important, la règle d'or, c'est de toujours préserver l'axe tête-cou-tronc. Vraiment, cette ligne droite imaginaire, faut la garder intacte. Surtout s'il y a une suspicion de trauma du rachis, j'imagine. Surtout dans ce cas-là, oui, c'est non négociable. Ensuite, la communication dans l'équipe. Ça, c'est primordial. Il faut un chef d'équipe désigné qui donne des ordres clairs, précis, bien synchronisés. Genre, attention pour lever, lever. Voilà, exactement ce type d'ordre. Chaque équipier doit savoir précisément ce qu'il a à faire, quand il doit le faire, et aussi appliquer les bonnes postures pour protéger son propre dos. La sécurité de l'équipe, c'est tout aussi important. Très clair. Donc cet axe tête-cou-tronc, priorité absolue, et la communication pour que tout soit fluide. Et côté matériel, sur quoi on peut compter pour ces relevages ? Alors, l'outil qu'on utilise le plus souvent, c'est sans doute le brancard-cuillère. Ah oui, le fameux brancard-cuillère. Oui, son avantage, c'est qu'il est en deux parties, dans le sens de la longueur. Du coup, on peut glisser chaque partie sous la victime, de chaque côté, et ensuite on les referme. Ça limite vraiment beaucoup la mobilisation de l'axe. Malin comme système. C'est très bien pensé. Après, on a aussi d'autres choses, comme l'alaise portoir. C'est une sorte de toile souple avec des poignées, pratique pour certains transferts, genre du lit au brancard. D'accord. Le choix, ça dépendra toujours de la situation, de l'état de la victime, de l'endroit où elle se trouve, du nombre d'équipiers dispo. Logique. Donc, on a les principes, on a le matériel. Concrètement, quelles sont les techniques que les élèves doivent maîtriser ? Quelques exemples, peut-être. Bien sûr, il y a plusieurs techniques, souvent adaptées au nombre d'équipiers. Une assez connue, c'est le pont néerlandais. Le pont néerlandais. Oui, on peut le faire à 3 ou 4. Les équipiers se mettent de chaque côté de la victime et, sur ordre, ils la soulèvent tous ensemble à l'horizontale, juste de quelques centimètres. Juste assez pour... Exactement. Juste assez pour qu'un autre puisse glisser le brancard en dessous. Ce qui est parfois un peu délicat au début, c'est moins la force que la parfaite synchronisation. Un tout petit décalage et ça peut déséquilibrer. Je vois. Une autre méthode courante, c'est la technique de la cuillère, souvent à 3 équipiers. Là, ils se mettent tous du même côté de la victime, à genoux. Tous du même côté. Oui, ils glissent leurs bras sous la victime, un sous la tête-épaule, un sous le bassin, un sous les jambes, et hop, ils la soulèvent en bloc sur leurs cuisses. Ensuite, ils se relèvent ensemble. Ah oui, là on imagine bien l'importance d'être parfaitement ensemble, comme un seul bloc. Exactement, c'est ça. Et pour chaque technique, il y a une préparation. Faut s'assurer que la victime est prête, qu'il n'y a rien qui gêne, que le matériel est bien placé. Et puis l'exécution, toujours synchronisée sur les ordres du chef. Et l'adaptation, j'imagine, si la victime n'est pas parfaitement allongée sur le dos. Ah oui, tout à fait. Il faut savoir s'adapter. Si la victime est assise, par exemple, ou dans un espace très réduit, les techniques de base sont là, mais la réalité du terrain demande souvent d'ajuster un peu. C'est clair que la précision du geste, la synchro et tout ça orchestré par une communication impeccable, c'est vraiment la clé pour la sécurité de tout le monde. C'est une excellente synthèse, oui. Si on devait résumer les points vraiment essentiels du relevage brasse, 1. Le respect absolu des principes de sécurité, j'insiste. L'axe tête-cou-tronc et la protection des intervenants. 2. Bien connaître et bien choisir les moyens de relevage, comme le brancard-cuillère, l'alaise. Et 3, la maîtrise des techniques spécifiques, les ponts, la cuillère, etc., adaptée à la situation et surtout exécutée avec une communication et une synchronisation parfaite. Voilà. Et cette maîtrise, évidemment, elle ne vient qu'avec l'entraînement, la répétition. Relire les fiches techniques, c'est une chose, c'est indispensable. Bien sûr. Mais
Rien ne remplace les heures passées à s'entraîner, en formation, en manœuvre, pour que ces gestes deviennent vraiment des réflexes sûrs. C'est exactement ça. La pratique, encore et toujours. Et tiens, pour terminer, une petite piste de réflexion pour nos auditeurs avant leur prochaine manœuvre. Au-delà des ordres qu'on donne, de la technique pure, comment est-ce que la communication non verbale, les regards, la confiance qu'on a les uns dans les autres dans une équipe, comment tout ça peut jouer sur la fluidité, la sécurité d'un relevage, surtout quand il y a du stress sur une vraie intervention? C'est une question à méditer, je pense. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.